C'est Louis Gilbert et aujourd'hui on va parler des différents modes de suffrage des institutions et ses différents types de scrutin. Parti. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du mode de suffrage des institutions et ses différents types de scrutin. Donc nous verrons dans un premier temps du mode de suffrage des institutions, puis dans un second temps ces différents types de scrutin. Donc commençons par là, le mode de suffrage des institutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que fin du XVIIIe siècle, il y a deux théories qui ont émergé. Il y a la souveraineté populaire théorisée par Jean-Jacques Rousseau et la souveraineté nationale et principes représentatifs par l'abbé Sieyès. Commençons par la souveraineté populaire. Donc, Jean-Jacques Rousseau théorise la souveraineté populaire avec son livre du contrat social de 1762. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il définit la démocratie comme un pouvoir exercé par le peuple agissant envers lui-même. Donc, ce ne sont pas des représentants qui vont agir pour le peuple, mais c'est le peuple lui-même qui va agir pour lui-même. C'est ça la démocratie pour lui. Il y a trois mécanismes de la volonté populaire, donc de la souveraineté populaire. Le premier mécanisme, c'est l'électorat droit, où les citoyens ont droit au suffrage universel sans distinction. Donc toutes personnes qui ont la nationalité française peuvent demander à voter. Ensuite, comme deuxième mécanisme de la volonté populaire, il y a l'usage au référendum régulier. Donc les référendums, c'est quand les institutions centrales font appel au peuple pour voter par exemple sur une loi, ce qu'on appelait d'ailleurs juste avant dans une autre vidéo la loi référendaire, pour avoir un avis ou aussi pour donner pareil un avis sur une réforme. Enfin, comme troisième mécanisme de la volonté populaire, on peut retrouver l'utilisation d'un mandat impératif. Donc c'est quand un représentant qui peut être révoqué par la volonté populaire. Ce qui se passe, c'est que le peuple qui doit agir envers lui-même n'a pas de représentant. Et quand il y a un représentant, avec ce mandat impératif, le peuple aurait la possibilité de révoquer ce représentant grâce à la volonté populaire. Ces trois mécanismes-là sont l'idée qu'a théorisé Jean-Jacques Rousseau avec la souveraineté populaire. Maintenant que nous avons vu la souveraineté populaire par Jean-Jacques Rousseau, qui est une des deux théories qui ont émergé au XVIIIe siècle pour voter le mode de suffrage des institutions, il faut regarder la deuxième théorie qui est la souveraineté nationale et le principe représentatif par l'abbé Sieyès. Donc, il théorise la souveraineté nationale avec son livre « Qu'est-ce que le tiers-État » en 1789. Son objectif était de mettre fin à l'absolutif. Donc, il a fait un transfert de compétences envers la nation, mais pas au peuple, puisqu'il considérait que le peuple n'était pas compétent. Il invente donc la notion de nation, qu'on arrive à la souveraineté nationale. La souveraineté nationale. Cette nation, c'est une notion qui est abstraite, qui dépasse le peuple et qui n'a pas de volonté propre. Dans ces cas-là, il fallait des personnes compétentes pour exprimer la volonté de la nation, ce qu'on appelle le principe représentatif. Donc, d'une part, quand il a inventé la notion de nation, on appelle ça la souveraineté nationale, à contrario de la souveraineté populaire, qui tire ses pouvoirs envers le peuple. Alors que là, on tire les pouvoirs envers la notion de nation. Et lorsqu'on a mis des personnes compétentes pour exprimer la volonté de la nation, puisqu'on a dit qu'elle était abstraite, qu'elle dépassait le peuple et qu'elle n'avait pas de volonté propre, on appelle ça le principe représentatif. Ce sont des individus qui vont représenter le peuple à travers la nation. Donc, les lois votées par les représentants expriment la volonté des représentés, donc de la nation. Maintenant, on va constater 4 mécanismes de la volonté nationale, comme on a fait ici avec 3 mécanismes de la volonté populaire. Le premier, c'est l'électorat fonction. C'est un suffrage restreint ou capacitaire, privant à certains citoyens de voter. À la différence de l'électorat droit, qui donne à tout citoyen la possibilité de voter, ici, l'électorat fonction prive certains citoyens au vote. D'ailleurs, on peut retrouver cette idée avec le régime censitaire, qui est un critère de richesse pour payer le cens pour voter. Le cens était à l'époque l'impôt sur le revenu. Cet impôt sur le revenu, on devait le payer pour voter. C'est la même idée que l'électorat fonction. Si on ne payait pas le cens, on pouvait priver certaines personnes, certains citoyens, à voter. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été beaucoup pratiqué en France. Comme troisième mécanisme, on peut retrouver qu'il n'y a pas de référendum, sinon on demande l'avis au peuple. En effet, à la différence de la souveraineté populaire, où là, le peuple choisit, c'est le centre du pouvoir,
et il prend ses propres décisions. Ici, c'est le principe représentatif, donc le principe de représentativité avec les personnes compétentes pour exprimer la volonté des nations, qui prennent le relais. Donc il n'y a pas de référendum. L'avis du peuple est remplacé ou caché par celle des représentants, des personnes dites plus compétentes. Enfin, la Constitution de 1958 proscrit la révocation des élus. Ça veut dire que ces représentants qui vont nous représenter à travers la nation, ils sont irrévocables. À la différence de ce qu'on avait vu avec le mandat impératif, où il était possible de le révoquer par la volonté populaire, et bien la souveraineté nationale, elle, ou plutôt le principe représentatif, ne permet pas de pouvoir révoquer ses représentants. On doit attendre la fin du mandat pour en élire un nouveau. Maintenant que nous avons vu le mode du suffrage des institutions avec les deux théories qui ont émergé, que ce soit la souveraineté populaire par Jean-Jacques Rousseau ou la souveraineté nationale, le principe représentatif par la BCS, il faut regarder dans la deuxième partie ces différents types de scrutins. Dans ces différents types de scrutins, on peut déjà retrouver le scrutin majoritaire. Le scrutin majoritaire, il faut distinguer donc le scrutin à la majorité absolue et le scrutin à la majorité relative. Quelle est la différence entre les deux? Le scrutin à la majorité absolue, c'est un scrutin qui atteint plus de 50% des suffrages exprimés. Donc, par exemple, prenons ici, s'il y a 140 votes et que M. Chapeau atteint plus de 70 votes, il en atteint 71. Dans ce cas, on peut parler d'un scrutin à la majorité absolue, parce qu'il a atteint plus de la moitié des votes. Néanmoins, il arrive que des représentants, des candidats, n'aient pas atteint la majorité absolue. Donc, il faut regarder la majorité relative. La majorité relative, c'est quoi? Le scrutin à la majorité relative est un scrutin qui atteint plus de voix que les autres candidats. Par exemple, prenons M. Chapeau. M. Chapeau, sur 140 voix, il en a obtenu 60. Donc, ce n'est pas la majorité absolue, parce qu'il n'a pas atteint plus de 50% des suffrages. Néanmoins, comme tous les autres candidats ont atteint juste 20 voix, il remporte les élections, puisqu'il a le plus de voix que les autres candidats. Maintenant qu'on a vu ça, la différence entre le scrutin à la majorité absolue et le scrutin à la majorité relative, il faut regarder les deux types de scrutins qu'on peut avoir. Un scrutin uninominal ou un scrutin plurinominal. Quelle est la différence? Un scrutin uninominal vote un candidat unique. Donc par exemple, on peut retrouver au présidentiel, avec le président de la République, on vote un candidat unique. Et on peut retrouver également un scrutin plurinominal, qui cette fois, c'est voter pour une liste de candidats. C'est ce qu'on fait par exemple lors des élections législatives. On vote une liste de candidats. Donc on appelle ça un scrutin plurinominal pour les élections législatives, et pour les élections présidentielles, on appelle ça un scrutin uninominal. Enfin, ce qu'il faut retrouver dans ce scrutin, c'est que ce scrutin peut être à un tour ou deux tours. Ça veut dire qu'on est sollicité à voter une fois ou deux fois lors d'une élection. Que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives, les deux nous demandent de voter deux fois. Maintenant que vous avez fini avec le scrutin majoritaire, il est temps de parler d'un autre type de scrutin qui est la représentation proportionnelle, ou on peut l'appeler plus vulgairement le scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel ou la représentation proportionnelle n'apparaît qu'en assemblée. La proportion des voix sont équivalentes au siège obtenu. Si par exemple il y a 100 candidats du parti blabla, si 60 de ces candidats sont élus, dans ces cas-là, ils auront 60% des sièges du Parlement. Ce qui néanmoins pose des questions et des problèmes, puisque cela favorise le multipartisme. Puisque les petits partis pourront avoir quelques sièges, par exemple 5 ou 6. Toutes les personnes qui ont obtenu un total, ou un taux en fait, qui leur donne la capacité d'avoir un siège, un parti politique qui peut avoir un siège en ayant obtenu 2% des suffrages, dans ces cas-là, ils peuvent avoir un ou deux sièges. Mais ça pose des problèmes, comme je dis, puisque ça favorise le multipartisme. Et pour la cohérence et la coordination au Parlement, donc le Parlement, je me réexplique, mais c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont ensemble. Et bien, pour ces partis politiques, trouver un accord, trouver un terrain d'entente est assez compliqué.
Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour les élections européennes, seuls les partis ayant atteint 5% des suffrages sont reçus. À la différence en France, ce n'est pas le cas. Donc, ces élections européennes évitent un peu ce multipartisme par peur de ne pas pouvoir avancer dans l'organisation et dans les projets qui sont destinés. Enfin, la représentation proportionnelle pose des questions puisque cela ne favorise pas au renouvellement politique puisque les chefs de parti sont en tête de liste. Ce qui veut dire que le créateur d'un parti politique est toujours en haut de la liste, donc sera toujours le premier à rentrer au Parlement si son parti obtient assez de voix pour faire entrer un siège, 2 sièges, 3 sièges et autant que vous voulez. Ensuite, on va parler des variantes de ces deux types de scrutin. Du coup, on va parler des variantes du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle, ou scrutin proportionnel. Le premier, c'est le principe de panachage, où les citoyens ont la possibilité de composer leur propre liste. Comme vous savez et comme je viens de vous l'expliquer, pour le Parlement, pour l'Assemblée nationale ou le Sénat, les listes sont déjà toutes faites. Il n'est pas possible de composer sa propre liste. Il faut être soit de gauche, soit de droite, soit de centre, soit d'extrême, comme vous voulez, mais la liste ne peut pas être changée par nos soins. Alors que pour les municipalités où il y a moins de 1000 habitants, il est possible de composer sa propre liste. C'est une alternative qui est proposée au scrutin majoritaire et à la représentation proportionnelle. Après avoir parlé du principe de panachage, nous allons parler du scrutin mixte. Le scrutin mixte, c'est quand la liste arrive en tête des suffrages, il prend la moitié des sièges. Donc quand un parti politique ou une liste a obtenu la moitié des suffrages exprimés, dans ce cas, il obtient directement 50% des sièges. De plus, l'autre moitié des sièges est distribuée aux partis ayant fait plus de 5% au suffrage. Ce qui veut dire que l'autre partie des 50%, l'autre 50% qui n'est pas pris déjà par la majorité au suffrage, est redistribué entre les partis proportionnellement qui ont obtenu plus de 5% au suffrage. Et pourquoi plus de 5% au suffrage? Car ça évite le multipartisme, comme on a déjà mentionné ici ou ici. Donc le scrutin mixte est donc un mélange du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle, qui dans un premier temps juge à la majorité. Donc si on a la majorité, on obtient la moitié des sièges, et puis une deuxième phase où on passe à la proportionnelle, où selon les pourcentages obtenus lors du suffrage, les sièges sont répartis. Et en plus, on fait attention que les partis politiques qui ont obtenu moins de 5% au suffrage n'aient pas de siège, justement pour éviter le multipartisme. Ensuite, et enfin, après le principe de panachage, après le scrutin mixte, on passe au vote de préférence, qui est la dernière des variantes de ces deux types de scrutin, et je répète, la représentation proportionnelle et le scrutin majoritaire. Le vote de préférence, c'est quoi? C'est choisir plusieurs candidats. Si votre candidat favori n'est pas élu, alors votre vote soutient votre deuxième favori, etc. Je vous explique. Si vous avez un candidat A que vous préférez et que vous voyez que le candidat A, en fait, il n'est pas élu, dans ces cas-là, votre vote ne disparaît pas, il n'est pas nul, puisque vous avez choisi un autre candidat en amont, qui est le candidat B. Et puis, si le candidat B, c'est toujours pas ça, il n'est pas élu, il y a votre candidat C. Si votre candidat C, etc. Enfin, une dernière précision avant de finir, la démocratisation du système représentatif. Parce que oui, on essaie de démocratiser ce système. Il cherche à prévaloir l'avis du peuple. Donc, quand on va élire un représentant, il va répondre à ses actions politiques, et si nous, représentés, on n'est pas content du représentant, il peut engager sa responsabilité politique. Mais qu'est-ce que c'est la représentation? Mais qu'est-ce que c'est engager sa responsabilité politique, franchement? Lorsqu'on engage la responsabilité politique d'un représentant, il faut savoir qu'il n'y a pas de sanction claire et directe. Il n'y a pas de sanction civile, pénale ou administrative. La seule sanction qu'il pourrait avoir, c'est que la confiance de représentant et représenté soit brisée et que le renouvellement du mandat ne soit pas établi.
Néanmoins, forcément, quand il y a des chefs de parti qui sont en haut de la liste et qu'un département obtient un très très haut taux de suffrage, la liste de ce représentant de ce parti va permettre au chef du parti de pouvoir passer en premier et de pouvoir rentrer en premier dans l'Assemblée nationale, et enfin au Parlement ou au Sénat. Donc c'est assez compliqué à jauger, d'autant que forcément les promesses qui sont faites, les promesses qui sont pas tenues tout le temps, il n'y a aucune conséquence juridique derrière. Donc c'est un système assez compliqué, assez complexe pour nous représenter qui n'avons pas finalement trop de solutions à ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, bah, c'était la fin de la vidéo. Vous voyez, je regardais un animé, si je suis déplacé ça. Ça me prend par les sentiments, hein. On voit un mec super fort qui déboule nulle part, qui nous dit, écoutez, si on y va à fond, on va chambouler le monde. Le boss, quoi. Le boss. Bon, c'est pas grave, c'est encore un reflet. C'est carnaval. Bref. Bon, la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, comme d'hab. Normalement, vous devez être habitué. C'est la 4e ou 5e vidéo, je sais plus, je me perds. En tout cas, sachez que je me mets vraiment à fond dans les vidéos pour faire quelque chose de précis, de concis, de construit. Ce matin, dès 10h40, genre, j'étais au pied levé jusqu'à 16h30 cet après-midi. Donc, voilà. Puis après, bon, je le fais pour moi aussi, hein. Attention, j'ai pas besoin de plus de remerciements ou quoi que ce soit. Voilà pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vive le droit.